Bonjour à toutes et toutes. Bonjour Alexandra Guérin. Bonjour Camille Ferrotia. Et bonjour Agathe Auproux. Bienvenue Bonjour. sur Piquante. Bonjour Camille. Merci. Bonjour Alex. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Comment allez-vous? Mais écoute, ça va plutôt bien. Heureuse d'être en votre si charmante compagnie. Mais nous aussi. Nous aussi, Tu figure-toi. nous as manqué. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler Toutes les de trois. la famille Eh ben oui. et nos relations familiales. Puisque nous avons deux sœurs autour de la table aujourd'hui, on s'est dit que Attends. c'était... Eh oui. je mets mon accessoire. Alors là, c'est On vous flagrant. invite à faire des clips, des captures d'écran de cette similitude physique C'est fou, criante. incroyable. C'est déjà que nous, on est sœurs. Imagine là, c'est Wow, des c'est triplés. c'est jumelles. Ouais. La famille, bah oui, thème important finalement, On nous l'a- non, mais- qui fait partie intégrante des vies de pas mal de personnes. Non, mais en vrai, on nous l'a beaucoup demandé. Oui, Ah. c'est vrai. C'est vraiment un truc qui revient, les relations familiales dans la trentaine, comment nous on le gère, etc. L'impact que ça a eu sur nos vies, notre enfance, tout ça. Parce qu'en plus, on l'aborde beaucoup dans nos Oui. autres podcasts Épisodes. finalement. Donc voilà, t'arrêtes de taper la Et, Pardon. et en plus, on a vraiment trois profils différents, aussi bien Oui. d'un point de vue de l'enfance, la façon dont on a grandi, que aujourd'hui, puisque la façon dont on gère l'adulte et vers quelle famille on tend. Et bah allons-y. On Alors, commence par ok. toi. Il y a une question C'est ou comme ça. je vais te le dire. C'est de but en blanc, je n'ai pas de... Es-tu Je Quelle vais est ta te le dire. famille Je vais te Quelles le sont tes dire. relations avec ta famille Raconte-nous Je ta vais famille. dire le contexte. On Voilà. veut que tu nous partages qu'est-ce que la famille représente pour toi et ton contexte familial. Conteste. Le conteste. Ton contexte Je conteste. familial. Donc oui, mon contexte, Oui, ton donc histoire. de mon enfance. Partage-nous ton histoire. Oui. Waouh. Alors moi j'ai grandi dans une famille avec mes deux parents qui s'aimaient énormément, ainsi qu'une grande sœur qui a 9 ans d'écart avec moi. Oh là là. Et c'est Mais moi. c'est pas vrai, je demande la VAR. C'est terrible ce que je propose, Et excusez-moi. c'est moi. Mais je suis très près de la table. J'ai l'impression. Oui, bah oui. C'est de la faute de la table. Je reprends. Et donc une sœur avec qui j'ai 9 ans d'écart et bah oui, un mariage solide, sain. Vraiment des parents qui s'aimaient, qui s'engueulaient pas, enfin en tout cas pas devant moi. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Et puis bah jusqu'à mes 11 ans tout roulait, puis après mon père est tombé malade, donc là c'était un peu plus chiant, voilà. Et mais sinon non, franchement une famille somme toute normale, j'ai envie de dire. As-tu des questions plus spécifiques? Non, on va aller sur Agathe. Ah, bien sûr, Agathe. Mais On met un contexte. Oui, un Encore une contexte, bien entendu. Mais déjà, s'il y a bien une chose qui me différencie de vous deux en réalité, c'est que je suis en relation à distance avec ma famille depuis que j'ai 17-18 ans. Toi, on ne peut pas vivre plus près de ton père que tu le fais actuellement. Toi, tu as toujours vécu dans la même ville, dans la même région, dans Ouais. le même secteur que ta mère. Si vous voulez voir ton père, enfin vos parents, votre famille dans la Bien journée, sûr. vous pouvez aller les visiter, etc. Moi, j'ai grandi dans une toute petite ville de la France rurale, dans la Creuse à Guéret, région magnifique au demeurant. Mais dès que j'ai eu mon bac, j'ai quitté ce domicile familial, donc j'ai été loin de ma mère, loin de mon cocon familial. Et maintenant que je vis sur la Côte d'Azur, je suis en relation à distance avec littéralement toute ma famille. Je n'ai aucune famille sur la Côte d'Azur avec laquelle j'ai grandi ou j'ai évolué de mes 0 à mes 18 ans. Donc déjà, ça nous place dans un contexte familial qui est diamétralement différent parce qu'on n'a pas du tout le même rapport. Même il y a un manque qui peut se créer de mon côté que vous n'avez peut-être jamais réellement ressenti. Ah non, non, j'aurais pu, mais non, même si je le voulais, apparemment ça ne peut pas se faire. Daniel est contre cette idée. Parce que même quand j'évoque le fait de partir, elle dit ah bah moi aussi je déménage. Bah non. Ah, bah, du coup, non. Mais sinon, moi, j'ai grandi dans un foyer qui est différent du modèle que Camille vient de nous exposer, puisque moi, mes parents ont divorcé quand j'entrais au collège. Et du peu que je me souvienne, parce que j'ai une mémoire, je ne sais pas comment elle fonctionne, mais vraisemblablement très mal, j'ai pas le souvenir d'avoir un modèle parental sous la forme d'un couple uni et amoureux. J'ai le souvenir d'une mère très à cran, très énervée, qui crie beaucoup, et j'ai le souvenir d'un père très absent, même si physiquement il pouvait être à la maison, très absent dans la relation qu'il pouvait avoir avec mon frère ou moi. Ouais. Donc ça a forcément évidemment eu un impact sur la façon dont moi je gérais mes relations à l'âge adulte et même à l'adolescence en réalité. Et aujourd'hui, je suis, comme je l'ai dit, à Nice. Je vis assez mal le fait d'être si loin de ma mère. Ouais. Ah ouais.
parce que la Creuse n'est pas le département le mieux desservi de ce magnifique pays. Et pour faire la jonction entre chez ma mère et nouvellement chez moi, c'est minimum 8 à 9 heures de route, quoi. C'est plus long que un Paris-New York. On a vraiment l'impression d'être sur 2 continents différents, alors que non, fou, quoi. pas du tout, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des relations avec ton père, finalement ? Et non, je n'en ai aucune. C'est-à-dire qu'on n'a même pas un lien très sporadique par SMS, tu vois, pour prendre des nouvelles respectives de temps en temps. Je crois que j'ai même pas son numéro de téléphone enregistré dans mon téléphone, du coup, pour te dire. Donc, on a absolument 0 contact, mais je suis complètement en paix avec ça. Il n'y a pas non plus de rancœur ou de sentiments négatifs. Je lui en veux de rien, parce que aussi maintenant j'ai 33 ans et j'ai pu travailler là-dessus. Mais à un moment de ma vie, sans doute que c'est quelque chose qui m'a manqué. Et le pire, c'est que c'était quelque chose qui me manquait et je ne réalisais pas à quel point ça pouvait me manquer ou à quel point ça pouvait avoir des conséquences, encore une fois, sur ma vie, tout simplement, quoi. Et du coup, depuis que tes parents sont divorcés, tu n'as plus de nouvelles de lui ? Alors si, parce qu'ils ont essayé de nous inscrire dans un simulacre de garde alternée. C'est pour pas trop nous choquer. Donc on a fait ce truc de 1 semaine chez l'un, 1 semaine chez l'autre, qui n'a pas vraiment fonctionné parce que mon père, il a beaucoup de qualités, au demeurant, mais parmi ses défauts, c'était celui de ne pas être capable d'être responsable d'une famille. Il n'était pas fait pour ça, tout simplement. Donc le fait d'avoir 2 enfants à charge, et mon petit frère a 4 ans de moins que moi. Donc moi, si à l'époque j'avais 12 ans, lui en avait 8 du coup. Donc il avait besoin d'autant plus d'attention et d'autant plus de soins que moi. Et c'était très compliqué pour mon père d'intégrer le fait qu'il devait élever et s'occuper d'enfants. Donc on était quand même souvent chez ma mère, quoi. Ce qui est le but d'un père, finalement. Rappelons-le, pour ceux qui ont un doute sur le rôle, sur le sujet. Et vous, Alexandra, frère. On peut parler de toi un moment? Non, mais attends, elle n'a pas évoqué son frère. Waouh, c'est pas possible. Là, j'ai fait. Je vous ai battu les deux, pardon. Non, mais on n'a pas évoqué ton frère. Du coup. Camille n'a évoqué que très brièvement sa grande sœur. Oui, mais elle l'a cité. Donc on n'avait pas compris que t'avais un frère. Elle a dit même combien d'écart ils avaient. Oui, mais à l'instant seulement. Okay, donc on a un frère. On a un frère de la trentaine. Voilà. On a un frère qui a fêté ses 29 ans cette année et qui aura donc 30 ans l'an prochain. Qu'on adore profondément. Ok, super. C'est à moi du coup. Oui, c'est à toi. Et toi, Alexandra Qui est Guérin, aussi différente de nous deux finalement. Oui. Moi, j'ai grandi dans un environnement plutôt sain et stable au départ. Non, mes parents étaient très présents les deux, très impliqués dans notre enfance parce que j'ai un frère qui a 8 ans de plus que moi, qui est en l'occurrence mon demi-frère. Mais c'est quelque chose que je précise pas parce qu'on a grandi ensemble, donc c'est vraiment mon frère. On n'a pas le même père, mais il a été élevé par mon père également. Donc on est tous très très proches, très liés. Et puis quand j'avais 15-16 ans, mes parents se sont séparés de manière hyper saine. Enfin, il ne s'est rien passé, pas de drame, pas de problème, ce qu'on souhaite séparation. À chaque couple qui veut se séparer finalement. Et qui moi, à mon échelle d'adolescente, maintenant que je suis adulte, me semblait être comme tout le monde. Oui. Et en fait, je me rends compte que c'est plutôt très rare parce que mes parents s'entendent maintenant encore très bien. Ils travaillent dans la même société. On fait Noël ensemble, on part en vacances ensemble. Ouais, ça c'est fou. Non, moi c'est aussi inimaginable. Mais c'est aussi parce que mes parents n'ont pas refait leur vie chacun de leur côté, je pense. Enfin, bon, ils ont sûrement eu des conquêtes, ça ne me regarde pas. Mais ça nous regarde en revanche. J'aimerais qu'on leur pose la question. Qu'on peut l'appeler Non, mais du coup, ils n'ont pas refait vraiment leur vie, tu vois, comme quand tu te remets avec quelqu'un, etc. Ouais. Donc je pense que ça a aidé aussi. Est-ce qu'ils s'aiment encore? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas non plus. Ils ont plutôt tendance à... Ils se s'entendent bien, mais plus je vieillis et plus ils me confient des choses et quand même, ils ne peuvent pas trop se blairer de temps en temps. Surtout au travail. Voilà, ils travaillent ensemble, donc c'est pas... Coucou, si vous nous écoutez chacun de votre côté. C'est pas tous les jours facile. Je vous écoute pas, mais... Non. Ça m'étonnerait. Donc voilà, donc, très bonne séparation. Comment tu l'as vécu, toi? Pas de truc de garde alternée, très bien. Ok. Moi, j'ai trouvé ça plutôt divertissant, même du haut de mes 16 ans. J'étais là, genre sympa, mes parents divorcent. Et ça trouvais ça presque normal parce que tout le monde avait des parents divorcés, donc je me disais tiens. Et est-ce que tu t'es rendu compte rapidement, ou est-ce que en tout cas ça a choqué des gens autour de toi que malgré la séparation, le divorce,
tes parents restent en contact et que vous continuez à partir en vacances, ce genre de choses, quoi. Ouais, ça a choqué des gens, mais plus tard. Quand j'étais ado, j'en parlais pas trop, donc je me rendais pas compte. Mais plus tard, vers la vingtaine, 25 ans, c'est quand je disais, je suis en vacances avec mes parents, mais tes parents sont pas séparés? Si, mais comment ça, tu vois? Et pas de garde alternée, ça veut dire que tu as arrêté de vivre avec l'un de tes deux parents? J'ai arrêté de vivre avec mon père, qui est parti vivre à 400 mètres de chez moi. Ah, donc, et puis j'avais 16 ans. La séparation, donc... même géographique, a été très... Non, mais j'avais 16 ans, donc j'étais très, tu vois, t'es très indépendante à 16 ans. Genre, il était hors de question que j'aille dormir une semaine sur 2. Enfin, ça me gonflait, quoi. Tu vois, même mes parents, ça les gonflait d'organiser quoi que ce soit, tu vois. Voilà. Donc, je partais plutôt en vacances avec mon père pour garder un contact proche l'été. Et puis, le reste du temps, je faisais un peu ma vie, quoi. Voilà. Et quoi d'autre et puis sinon, outre, actuellement, j'ai une fille. Oui. Donc ça peut avoir son importance. Et ça, de toute façon, on va aborder donc, ça aussi. Moi-même, je suis parent et voilà, j'ai une famille très proche. Géographiquement, on est tous très proches. On habite dans les villes côte à côte, contrairement à Agathe. J'ai quand même été éloignée, moi, de mes parents pendant un moment donné parce que je suis partie vivre à Montréal. Ça a duré à peu près 2 ans en tout. Donc, j'ai vécu ce truc d'être loin. Ce qui m'a pas trop plu. Enfin, en fait, oui mais non, tu vois. Oui, je pourrais un peu, mais pas sur toute la vie, quoi. Ouais. Et puis voilà. Très bien. Un bon contexte. Oui, c'est bien. Là, le contexte est bien posé. Bel état des lieux. Quelle est la suite? Si vous deviez décrire en quoi votre enfance et les événements marquants que vous avez vécus ont influencé la personne adulte que vous êtes aujourd'hui, que diriez-vous? On fait le même tour, on fait oui, vas-y. D'accord, très bien. Bonjour. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, ce qui, je pense, a le plus influencé ce que je suis, enfin, qui je suis devenue, c'est probablement la maladie de mon père, puisqu'elle est arrivée quand j'avais 11 ans, donc ça reste relativement jeune, pareil, entrée en 6e. Et je me suis retrouvée dans une sorte d'indépendance forcée. Parce que ma sœur ne vivait plus avec nous. Oui, elle a fait de votre différence d'âge de toute façon. Oui, déjà. J'allais dire. Donc elle avait 18 ans, elle était partie, elle vivait dans le sud de la France, donc en plus vraiment pas la porte à côté, quoi. Et puis bon, c'était assez particulier parce que donc mon père avait une maladie rare et tout, donc si tu veux, c'était pas voilà, on vous a dit que vous avez un cancer, ça va se passer comme ça, le protocole, tout ça, c'était vraiment, il y avait besoin d'énormément de longs séjours en hôpital, voilà, c'est ça, parce que ça a été long avant de trouver. Et ma mère était complètement démunie, ce qui est tout à fait normal. Donc du coup, tu sais, il y avait un petit peu ce truc-là où soit je me retrouvais un peu en mode automatique, pilote automatique, ou alors, par exemple, ma mère était là, mais elle était tellement pas bien que, tu sais, je pouvais pas lui en demander autant que ce que j'aurais fait en temps normal, quoi, en dehors de la maladie. Donc je me suis retrouvée un petit peu, je pense, poussée à l'indépendance. Ouais, voilà, à devenir entre guillemets plus âgée, quoi, malgré moi. Mais ça m'a pas choquée sur le moment. Enfin, en tout cas. J'avais pas la sensation de grandir plus vite que d'autres ados de mon âge ou quoi. C'est un peu plus tard que je m'en suis rendu compte. Et puis je pense que ce qui a surtout marqué ma personnalité, c'est beaucoup de colère. Beaucoup de rancœur parce que je pense que j'en voulais à la vie comme j'en veux encore aujourd'hui et que j'ai commencé dès très jeune ma mère m'a invité à aller on a dit à ma mère qu'il fallait que je consulte donc j'ai commencé à consulter des psys, j'avais 11-12 ans, tu vois. Mais il y a rien de plus injuste que la maladie. Ouais, vraiment. C'est très difficile de l'expliquer, de la justifier, de la comprendre, et encore plus quand on est jeune, adolescent comme ça. Si tu es obligé de le conscientiser, et là c'était le cas parce qu'en plus ta mère était forcée de s'occuper de son mari, donc de ton père, plus que de toi finalement. Donc t'es obligé d'en prendre conscience et t'as que la révolte comme arme face à ça, quoi. En fait, je pense que tu vois, ma mère, elle a même pas eu ce besoin de me demander de faire. Tu sais, j'ai compris toute seule que là, c'est pas que j'étais pas la priorité, parce qu'évidemment, j'ai toujours été la priorité de mes parents, mais qu'elle en avait une autre, en tout cas, aussi importante. Et c'est là que je me suis dit, faut peut-être que je m'efface un peu pour laisser la place à plus important. Et donc, je pense que au fond de moi, du coup, j'ai ce truc-là qui a grandi, qui est jamais vraiment. Enfin, c'est pas que c'est jamais vraiment sorti, parce que de toute façon, j'ai des colères quoi qu'il arrive et contre plein de choses et plein d'injustices bien en dehors de cette situation. Mais je pense que ça a profondément marqué la personne que je suis aujourd'hui et pourquoi justement j'ai ce sentiment peut-être de révolte,
d'injustice, voire de rébellion par moment où j'ai besoin d'un peu de sortir des sentiers battus, de pas avoir cette envie d'être enfermée, mise dans une case ou quoi, tu vois. D'être vue aussi. Aussi, ouais, beaucoup. Vue, tu vois, je pense que ça, c'est vrai que ça vient aussi de là. Ta personnalité aussi, t'es assez, t'as envie qu'on te remarque quand tu as besoin d'attention, quoi. J'ai énormément besoin d'attention. Je suis complètement une attention whore, comme diraient les Américains, sauf que c'est pas dans un but 100% juste que j'ai envie qu'on me gratifie sur mon physique ou plein de choses. Oui, bien sûr. J'ai besoin d'être remarquée dans ma globalité, en fait. Oui, mais ça rejoint. Ce que vous devriez tous faire d'ailleurs, parce que je mérite. Mais ça rejoint les autres sujets dont on a beaucoup abordé, c'est la confiance en soi. Ah, mais ça, c'est sûr que ça, pour moi, de toute façon, d'ailleurs, si tu me demandes à n'importe quel professionnel de la santé mentale, on va te dire que 90% de tes problèmes viennent de ton enfance, de ton adolescence. Mais ce qui, pour autant, est super contradictoire avec ta vision de l'amour, parce que tes parents. C'est ça. On va en parler parce qu'on va parler de la famille plus tard. Okay. Alors, on en parle plus tard. Super. À toi. Alors, toi, Agathe, qu'est-ce qui t'a marqué du coup? Alors, dans mon cas, ce n'est pas tant le divorce et la séparation, mais plutôt le contexte et la manière dont s'est déroulée cette séparation. Parce que, au contraire d'Alex, pour qui, encore une fois, ça s'est plutôt très bien passé, moi, c'était vraiment un cataclysme pur et dur, plutôt pour ma mère. Et donc c'était les trucs classiques auxquels on peut penser quand il y a des larmes et du drame. Donc c'était de l'infidélité, du mensonge, de la frustration, sans doute de la dépression, etc. Moi, je pense plus ta mère. Est-ce que ta mère, elle savait tout ça avant que la séparation soit actée? Est-ce qu'il y avait eu des choses qui laissaient penser, ou est-ce que vraiment ça a été une surprise entre guillemets? Toi, tu le savais? Mon père avait une personnalité très encline à, je pense, la dépression. Donc il était très souvent derrière l'ordinateur. Ma mère devait se battre pour qu'il vienne dîner avec nous. Il était aussi chef d'entreprise. Il avait son commerce, là où on a grandi. Donc il était très pris par son travail, etc. Mais de là à l'imaginer avoir une double vie, tu vois, c'était insoupçonnable. Et puis ma mère était pas du tout dans ce truc de flicage ou de paranoïa là-dessus. Pas du tout. C'est la même génération aussi. Exactement. Et puis elle avait autre chose à penser. Oui. Et lui, en revanche, peut-être pour je sais pas, laver sa confiance, se déculpabiliser quelque part. Au moment de la séparation, il a décidé de tout lui avouer. Donc, ce qui se passait exactement. Et là, donc, ma mère s'est rendue compte que, c'est une petite ville de campagne, encore une fois, que toute la ville était au courant. Il avait menti. Et donc, elle a demandé des comptes à ses meilleurs amis qui, à l'époque, lui ont répondu, c'était pas à nous de te dire ça. Pas du tout. Moi, il arrive le moindre truc, mais vous êtes les premières à être Donc, elle l'a très mal vécu. Et moi, à l'époque, même si j'étais jeune, je devais avoir 12-13 ans. Ouais. Elle m'a tout raconté. Elle t'a tout raconté. Et je pense qu'elle n'a pas mesuré l'impact que sa détresse a eu sur moi. Et déjà que je n'avais pas de relation avec mon père, pour ainsi dire, parce que il y a toujours eu une espèce de distance entre nous. Là, ma relation avec mon père n'avait littéralement plus aucune chance. Est-ce que tu penses qu'il a bien fait de lui dire? Ou toi, t'aurais préféré peut-être qu'il garde tout ça pour lui? J'aurais peut-être en tout cas préféré que ma mère garde ça entre eux. Ce que j'allais dire. J'aurais peut-être préféré ne pas avoir à le porter moi avec elle sur mes épaules, mais bon, sur le moment, elle en avait besoin et c'est comme ça que ça s'est passé, donc on va pas réécrire l'histoire. Après, je pense que moi, comme j'ai une fille, tu vois, je me dis aujourd'hui, de toute façon, même si elle t'avait pas tout raconté, tu aurais vécu par procuration le fait que ta mère était triste, etc. Mais le détail était peut-être pas nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en plus, à l'inverse, j'ai tout fait pour protéger mon petit frère de cette réalité-là, parce que je voulais que mon frère garde un lien et garde une relation avec son père. Donc, je suis devenue une seconde maman pour lui et j'ai toujours fait en sorte de préserver mon père par rapport à ça, pour que mon frère garde une vision de lui qui n'était pas altérée par ses comportements déviants, entre guillemets. Et donc, moi, comme j'ai pris ça de plein fouet, je me suis dit, ok, donc en fait, tout le monde peut mentir, en fait. Si mon père a été capable de ça, pendant des années en plus, sans que ma mère soit au courant, vraisemblablement, tout le monde peut faire n'importe quoi et faire souffrir n'importe qui, voilà. Et donc, sans vraiment m'en rendre compte, toutes les relations que j'ai eues jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce que je fasse le travail nécessaire pour dépasser ces schémas-là, tous mes mecs n'avaient pas la moindre chance que notre couple aboutisse. Parce que moi, dans ma tête, déjà, j'étais d'une fatalité absolue. Même si j'ai toujours été une grande romantique, je me disais forcément qu'à un moment, de toute façon, ça allait. Et du coup, j'avais toujours, moi, une distance dans mes relations.
et ça s'est retrouvé en amour, en amitié, même dans ma famille, j'ai aucun problème à rompre le lien. Ouais. Tu peux avoir été un homme que j'aimais éperdument, du jour au lendemain, tu peux ne plus exister. On a vu ça. On a été témoins. Moi, j'ai peur que ça m'arrive. Me fais pas ça. Je viendrai toquer chez toi. Du jour au lendemain, tu peux ne plus exister à mes yeux. Donc, je crois que je me suis toujours protégée d'une certaine façon, de me dire que de toute façon, si ça doit se terminer, moi, j'aurais aucun problème à passer à autre chose. Et en plus, j'avais des doutes sur absolument tout. Pour moi, mon mec allait forcément un moment me tromper ou me mentir, etc. Et c'était même pas tant de la jalousie, c'était juste que je sais très bien que ça va se passer. C'est le destin. Voilà, c'est ça. C'est fou parce que l'une comme l'autre, bon là-dessus, sur le fait de rompre facilement, on est assez pareil. Et j'ai assisté aussi bien à des ruptures amicales que amoureuses pour toi et vice versa. Donc fun. En revanche, vous aviez. Parce qu'on oui, moi j'ai toujours ce pattern, ce problème de confiance, etc. Alors que toi, t'as eu tes parents, comme on disait tout à l'heure, avec oui, c'est ça. C'est belle relation. Ça n'a aucun putain de sens. Ah mais moi, ça a impacté grandement ma confiance en moi parce que en fait, ce que je projetais sur mes mecs de l'époque et tous les doutes que j'avais, alors que je pense en plus que ils m'aimaient éperdument. J'ai eu que des relations longues, etc. Je pense que vraiment, ils m'ont pas trompée ou quoi que ce soit. Mais t'en étais sûre. J'étais tellement dans ce truc que j'ai réalisé qu'après, de me dire, mon propre père n'a pas été capable de me montrer de l'amour, de l'intérêt, même en réalité, ou de l'attention. Donc peut-être même ne m'aimait pas. Et aujourd'hui, en tout cas, n'a même pas envie d'entretenir le moindre lien. Pourquoi est-ce que ce mec-là, complètement random, m'aimerait-il réellement pour ce que je suis, tu vois? Je suis pas assez, je mérite peut-être pas qu'on m'aime, il y a un truc qui va pas avec moi, tu vois? Non, bien sûr, t'imagines ton père, c'est ta figure, quoi. Tes parents, bien sûr. C'est là-dessus que tu te calques de toute façon, hein, c'est tes parents, quoi qu'il arrive. Dieu vivant, quoi, pour toi, tu vois. Non, peut-être pas. Mais quand t'es enfant, ah oui, moi, comment je vois, puis toutes les petites filles, normalement, inconditionnellement, je peux faire n'importe quoi. À la base, toutes les petites filles tombent amoureuses de leur papa, et puis machin. On a tous ce petit, un peu syndrome d'Oedipe, quelques années, tu vois. Donc, c'est pour que quand tu grandis un peu, tu te dis, oh non, finalement, pas du tout. C'était qu'un con. C'est dur, quand même. C'est dur Et ton frère, aujourd'hui, il sait tout ça ou pas? Oui, bien sûr, il sait. Et il a une relation avec ton père? De moins en moins. D'accord. Peut-être un peu plus que moi. Je pense que, par exemple, mon frère a le numéro de mon père sur son... par exemple. Enregistré dans son téléphone. Mais je pense aussi qu'il peut filtrer ses appels la plupart du temps et il ne court pas après l'entretien de cet éventuel lien qui, à mon avis, s'est évaporé au fil des années. De toute façon, plus mon frère a grandi, plus il a compris. Et mon père, comme toutes les personnes sans doute un peu trop brillantes et un peu trop dépressives, avait un vrai problème dans son rapport à l'alcool. Et il s'y réfugiait souvent pour fuir sa réalité. Et il n'avait pas l'alcool joyeux et agréable, bien au contraire. D'accord. Et lors de traditions figées familiales qui étaient les fêtes de Noël, généralement on faisait le 24 soir du côté de mon père et le 25 midi du côté de ma mère. Et lors de réveillons de Noël qu'on passait encore ensemble parce que mon grand-père était encore parmi nous et donc faisait ce lien. Et donc je voyais mon père une fois par an à cette occasion-là. Il buvait parce que la fête et parce que le prétexte de Noël, et il pouvait être très très blessant envers mon frère, et je pense que mon frère a fini par se rendre compte de l'impact aussi, puis de l'impact de dans ce sa côté vie sombre qu'il pouvait avoir, voilà, exactement. Pas forcément positif. Et toi, Alexandra, quelques traumatismes à nous partager? Écoute, je vais pas arriver à ce niveau de trauma, parce que pour le coup, moi j'ai du mal à analyser ça, parce que à l'âge adulte, dans mes relations, on fait tous ce lien, on se dit ça doit venir de notre enfance, etc. Mais moi, je trouve pas où mes parents ont pu avoir des traumas sur moi, des petits trucs, mais pas des gros trucs violents. J'ai quand même une enfance plutôt calme et tranquille, tout se passait bien. Il y avait mon frère, tout le monde s'aimait, c'était rigolo. Enfin voilà, il y avait pas de... Toi, t'adores encore Noël, hein, j'adore Noël, j'adore les fêtes de famille, j'ai un très bon rapport avec mes parents. Ils ont divorcé, certes, mais ça s'est très bien passé. Bon, j'ai eu une petite année difficile avec ma mère d'ado, genre rebelle. On l'a tous eu. Mais en soi, non, j'ai pas j'ai des petits traumas style, comme on disait la dernière fois, je déteste, c'est pas des traumas, mais c'est plutôt des trucs que tes parents la misophonie, tout ça. Voilà, te font devenir, mais mon père aimait pas les petits bruits, alors aujourd'hui, tu fais le moindre petit bruit dans mes oreilles, je deviens dingue. Mais sinon, en soi, je sais pas, est-ce que je manque un truc? Bah non, c'est juste que t'as eu une enfance heureuse et équilibrée, écoute, on le souhaite à tout le monde. Après, mes parents, ils avaient des conflits comme tous les parents, mais je me rendais pas vraiment compte non plus. Je m'en rends plus compte aujourd'hui, parce qu'ils me le disent maintenant. Et ils se confient maintenant. Je sais qu'ils ont vécu des moments difficiles quand j'avais 10-12 ans. Tu sais que moi, je me suis toujours posé la question.
Mais j'ai jamais osé le demander à ma mère. Moi, je me suis toujours demandé s'il y a eu, si elle est au fait, s'il y a déjà eu des infidélités. Infidélité, des aventures, tu vois. Moi, ma mère m'a dit, mais tard, quoi. Tu vois, maintenant. Donc, elle m'a pas... Elle n'a pas fait ce truc, elle n'a pas fait cette erreur, disons, de me confier des trucs trop tôt. Est-ce que tu as eu l'impression que tes relations aux autres à l'âge adulte et tes relations aux hommes ont toujours été saines, du coup? Oui, plus ou moins, ouais. Je pense que mes relations aux hommes ont été compliquées à partir de mes premières relations où des hommes ont fait de la merde, ou voilà. Et du coup, ça s'est retranscrit sur les autres, mais je pense pas que ce soit lié à mes parents ou à mon enfance, parce que mon père, il a toujours été super présent. Bon, après, mes parents étaient pas dans la démonstration d'amour, en revanche, en mode, tu sais. Ce qui n'est pas du tout ton cas. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Ce qui n'est pas du tout mon cas avec Ryan. Voilà, avec Ryan, précisément. Parce que la démonstration démonstrative. Oui, mais parce mais je trouve que tu vas vraiment très très fort parce que dans toutes mes autres relations, c'était pas le cas. Je pense que ça s'adapte spécialement avec Ryan parce qu'avec mes autres relations, j'étais pas du tout comme ça. Je n'allais pas m'asseoir sur les genoux de mon mec en public, je le fais toujours pas d'ailleurs. Mais tu vois, genre, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Grand Dieu. Tu vois. Non, mais pécho dans plein milieu de la rue, pleine langue, non, tu vois. C'est pas des trucs que je faisais. Toi, t'es un peu comme ça aussi. Avec ton futur mari. Ça me dégoûte. Vous me dégoûtez toutes les deux, je tiens à vous le dire, hein, mais donc, passons aux questions suivantes. Disons que je pense que c'est plutôt pas adapté à la relation. Parce que c'est pas ma personnalité de base. Mais de toute façon, vu que vous êtes sœurs, c'est normal, vous avez des comportements similaires. Non, mais je pense qu'au début, je calquais plutôt ce truc de mes parents qui étaient pas super, ils avaient pas de petits surnoms entre eux, ils étaient pas, tu vois, au même titre que... J'étais assez... Et encore une fois, pareil, moi, j'ai fait tout l'inverse. Par exemple, d'un point de vue démonstration d'affection, moi, ma mère, elle adore, avec ma sœur, elle adorait nous faire des câlins quand on était petite, nous faire des bisous quand elle se couchait. Mes parents s'embrassaient devant moi, se prenaient dans les bras, se tenaient la main dans la rue jusqu'au bout, tu vois, Et ça, moi, c'est un truc pas du tout. Même aujourd'hui, par exemple, faire des bisous à ma mère, je peux pas. Enfin, comme j'ai dit sur le dernier podcast, lui dire je t'aime, ces trucs. Ça, je le fais avec mes amis ou mon mec. Mais c'est un truc que vraiment j'ai grandi en le perdant entre guillemets, et pourtant je t'ai dit j'ai grandi aussi bien dans une famille saine avec un couple de parents qui s'aimaient, et c'est des trucs qui ne sont pas du tout là présents dans ma vie d'adulte, quoi. Moi je repense à un seul truc qui n'est pas forcément sur l'impact sur mes relations, mais je pense que du coup je suis trop proche de mes parents même aujourd'hui. Moi j'ai un lien trop étroit et qui parfois peut avoir un impact négatif sur mon quotidien. Ma mère, ça, refusera de l'entendre. Ma mère aussi. Va l'entendre quand même. Puisque je vais le dire. Mais les fois où j'ai le malheur de me dire que cette fois je vais régler ce problème seule ou sans eux ou sans même leur en parler, parce que je règle plein de problèmes seule, hein. Mais après je finis par leur dire ou je leur raconte, ou tu vois, et elle est outrée. Ah ouais? Tu vois, outrée de se dire que je n'ai pas partagé ça avec elle. Et ça peut être assez déstabilisant. Et du coup, en fait, aussi, ce qui se passe, c'est que comme mes parents sont tous les deux séparés, mais seuls, et comme moi, il y a mon frère, mais pour mon père, je suis sa seule fille. Je prends beaucoup la responsabilité d'être avec eux, parce que j'ai peur qu'ils soient seuls. Et mon père a fait quelques infarctus. Bravo à toi, papa. Merci pour ces moments qualitatifs. Il a survécu, heureusement. Mais du coup, ça, c'était pas drôle à gérer seul. Et depuis, je me sens hyper responsable de leur bien-être, de leur bonheur. Et je me sens, s'ils vont me demander quelque chose, je vais pratiquement jamais dire non, parce que j'ai peur je culpabilise, en fait. Mais au même titre qu'aujourd'hui, la mère d'Agathe est quasiment seule aussi dans sa maison, que ma mère, moi, vit seule dans son appartement depuis qu'elle a perdu mon père. Et c'est vrai que moi, je dirais que... Alors, je sais pas si c'est un impact négatif, mais effectivement, je passe énormément de temps avec ma mère. Et c'est vrai que parfois, ça peut même, moi, me paraître trop. Parce que, tu sais, je vais avoir cette tendance à un peu me reposer sur elle pour certains trucs, tu vois. Moi, je me repose complètement sur mon père. Ou je vais faire un peu appel à elle parce que je sens que j'ai besoin d'aide sur ci, ça, ou qu'importe. Et vice-versa, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles elle me demande de m'aider aussi. Mais tu vois, par exemple, un truc, moi, qui m'a vachement... apaisée, c'est le jour où j'ai quitté le cocon familial, parce que j'y suis restée jusque très tard, parce qu'en fin de compte, à chaque fois que j'ai vécu en dehors de chez mes parents... C'était avec le mec? Exactement. C'était avec mes divers et nombreux copains. Mais j'avais jamais vraiment quitté moi pour mon premier appart seul, puisqu'à chaque fois, je m'installais chez quelqu'un. Donc, ça arrivait vraiment tard, parce que j'avais 26, 27 ans, un truc comme ça. Et en fait... la relation que j'avais avec ma mère, qui est quand même, ma mère est relativement envahissante.
assez intrusive. Elle le sait de toute façon, c'est quelque chose dont on a discuté de nombreuses fois. Et c'est vrai que arrivé à l'âge adulte, tu vois, il y a certaines choses. Parce que moi aussi, j'ai tendance à beaucoup me livrer, dire des choses que peut-être on devrait pas forcément dire à sa mère ou j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai tendance à tout partager avec elle. Après, ça dépend de la relation que tu as avec. Ça a tu aussi vois. un côté hyper positif, donc c'est dur de jongler. C'est ça. Mais du coup, tu sais, le problème, c'est que tu as cette tendance à tendre la perche et qu'après, ta mère, elle va aller attraper un peu plus, tu vois. Et tu sais, tu te dis, c'est dur de mettre la limite. Bah, pour moi, c'est dur aussi. Tu vois, on a un peu le même oui, rapport. c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, le jour où j'ai quitté l'appartement familial, ça m'a fait du bien parce qu'il y avait plein de choses dans lesquelles elle ne pouvait plus mettre son nez. Et bon, t'as beau lui répéter tout, mais sauf qu'aujourd'hui, de nouveau, vu qu'elle est seule et que mon père n'est plus là depuis 4 ans maintenant, pareil, du fait que je me sens aussi un peu responsable de pas la laisser seule tout le temps, parce qu'elle voit quand même moins ma grande sœur qui peut-être se sent moins concernée. Et du coup, voilà, de passer beaucoup de temps avec elle, de lui laisser beaucoup de place aussi. Et tu sais, c'est vrai que parfois, j'ai un peu de difficulté à jauger. Trouver la balance. Ouais. Bah oui, mais moi aussi, j'ai ce problème avec mon frère. Enfin, nous, on est tous très proches, donc il faut tous toujours être provide. Ouais. Ok, très intéressant. Je trouve que c'est vivifiant. Moi, je tiens quand même à dire que donc déjà il y a une distance géographique avec ma mère, mais elle n'est pas seule du tout. Elle partage sa vie avec quelqu'un depuis 15 ans maintenant. Ils se voient littéralement tous les jours, comme ils ont leur vie chacun de leur côté. Ils ont décidé de garder leur maison parce qu'encore une fois, c'est une petite ville de campagne. Mais si elle veut vivre avec lui 24/24, elle vit avec lui 24/24. Donc elle est très entourée. Puis c'est vrai elle a énormément d'amis parce qu'elle est née à Guéret. Elle a passé toute sa vie à Guéret. Maintenant, elle a plus de 60 ans. Mais ses amis qui l'ont trahi. Pardon, je veux savoir. Pas les mêmes. Non, mais tu vois, en fait, c'est surtout sont-ils toujours ses amis. Non, mais quand j'expliquais ça, je disais dans le sens où il y a plus d'enfants dans le foyer, tu vois, enfin que c'est plus pareil. Elle en est très contente. Elle est très indépendante. Mais il y a des parents qui aiment pas, tu vois. On est très fusionnel avec ma mère et elle n'a jamais été intrusive. Elle peut s'inquiéter. Alors, par exemple, si elle a pas de nouvelles de moi, elle peut contacter la terre entière, dont effectivement Camille en premier lieu pour savoir ce qui se passe. Mais elle va jamais interférer dans mes relations, elle va jamais émettre un jugement qui soit positif ou négatif, mais qui pourrait moi m'influencer. Elle a toujours su garder une distance ultra précieuse, alors que quand même elle m'a vu changer de vie. Tu vois, du jour au lendemain, ta fille qui était en master de journalisme et dans une émission regardée par des millions de téléspectateurs, critiquée, épiée par toute la presse, etc. Elle n'a jamais essayé d'interférer, encore une fois, d'aucune sorte. Elle a toujours su garder une distance et elle a très très bien gérer tout ça, alors qu'elle-même elle se décrit comme une mère très très anxieuse, très inquiète de tout pour ses enfants, mais peut-être parce que justement elle a de quoi s'occuper, tu vois, c'est ça qui est bien. Parce que moi, par exemple, ma mère qui est seule et qui n'a pas vraiment, elle a 2-3 copines, mais vite fait. Déjà, elle travaille encore, ta mère. Elle travaille encore. Elle n'a pas vraiment de passion à côté de son travail, tout ça. Donc, du coup, parfois, elle se sent très seule et le fait qu'elle se sente très seule, bah, forcément, ça se remet sur mon frère et moi, sans forcément le vouloir, mais elle estime, et je trouve qu'elle a pas vraiment tort, qu'on devrait prendre des nouvelles et s'intéresser à elle. Bien sûr. Et pareil pour mon père il dira pas ça de cette manière, mais lui il a pas non plus forcément d'occupation, d'amis, donc tu vois, c'est pour ça que je disais que moi ça me fait culpabiliser, mais s'ils avaient tu vois quelqu'un par exemple, bien déjà sûr. Rien que ça, je me sentirais un peu plus Moi, je sais que ma mère ne retrouvera jamais personne, déjà parce que c'est un souhait personnel et que je pense que mon père... elle a pas envie. Ouais. Et mon père, je pense était vraiment son âme sœur et que voilà, tu vois. Mais je vois quand même une évolution en 4 ans depuis le décès de mon père, parce que on est passé où elle se repose énormément sur ma sœur, parce que c'est normal. T'es les premières personnes auxquelles tu te raccroches dans un cas de décès, surtout celui de la personne avec qui tu vis depuis 50 ans, quoi. Mais voilà, là, ça y est, elle commence à avoir des amis, elle trouve des activités, cool, et tout, donc c'est trop cool, tu vois. Et j'espère vraiment que ça tend vers presque une indépendance totale, tu vois, pour qu'on se voit encore, mais qu'il y ait plus ce besoin d'être vraiment autant, parce que mine de rien, ça peut aussi d'être tout le temps trop souvent, ça peut aussi créer du conflit, tu vois, comme dans bien sûr, relation. Bien sûr, je confirme. Voilà. Je confirme. Les prochaines questions. C'était Agathe, malgré les difficultés que tu as pu connaître dans la famille, as-tu une vision, et tu as quand même une vision optimiste de la famille et de l'amour. Comment se fait-ce? Dis-nous. Non, mais comment on en est arrivé là? Comment, tu disais tout à l'heure que tu avais dû quand même guérir ces schémas et tout ça, donc qu'est-ce que tu as fait? Non, mais c'est très vrai, j'ai toujours été
au fond de moi, je pense, une éternelle optimiste. Et je n'ai pas pris à mon père ce trait de personnalité, c'est cette tendance à l'apitoiement, à la dépression. J'ai regardé Camille, pardon. À des états de tristesse latents et qui peuvent être très longs. J'ai des moments de down et de faiblesse comme n'importe quel être humain, hein. Mais je m'en sors assez rapidement et seule. En plus, j'arrive très vite à relativiser, à passer à autre chose, ou du moins à mettre en place des solutions. Et je pense que ça c'est une aspiration qui est en réalité très puérile et très naïve, hein. J'ai toujours aspiré à rencontrer l'homme de ma vie, le grand amour avec un grand A, à faire un foyer, à être heureuse jusqu'à très vieille en couple. Tu vois, quand je vois des vidéos sur TikTok, de TikTok de petits vieux qui se tiennent la main et qui ont 85 ans, mais c'est mon goal, quoi. Ouais, c'est vraiment, ça me fait rêver. Et la bague sur la main gauche nous dit que oui, on est en marche. Et il m'a demandé en mariage et j'ai accepté parce que je suis persuadée que c'est mon âme sœur. On en est persuadés tous les deux, donc c'est plutôt rassurant. C'est réciproque. Il vaut mieux dans ces cas-là. Mais ouais, effectivement, non, le modèle un peu chaotique que j'ai eu n'a pas altéré ça chez moi. En tout cas, je saurais pas dire pourquoi. Mais est-ce que tu penses que c'est en réponse te dire tu sais, en fait, c'est un peu comme ce truc des enfants qui ont de contradiction, qui ont vécu, genre. Ouais, voilà, qui ont vécu dans un foyer soit où c'était violent, ce genre de choses. Soit, en fait, pour moi, c'est toi, t'es peut-être dans une contradiction totale. C'est soit tu suis le modèle, soit tu fais l'inverse. Exactement. Je pense que tu sais, il y a pas de juste milieu que. Après, au départ, le modèle de ta mère, c'était celui-là. C'est juste que ton père, il a décidé de faire de la merde. Et parce que si je pense à Max, donc mon futur mari, lui aussi, il a pas eu. On a des modèles familiaux. Plutôt très similaires dans le cheminement. Donc, il y a eu aussi un divorce. Il y a eu aussi tromperie, infidélité, mensonge, tout ça tout autour et de la part du père. Et lui, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui un homme capable, tu vois. Épaule très solide, un green flag. Ultra fiable, que des green flags. Et je suis persuadée que ce sera le meilleur mari et le meilleur papa si l'univers nous le permet, tu vois. Et lui aussi, je pense que de ce qu'il a vu en grandissant, il sait effectivement ce qu'il n'a pas envie de reproduire et peut-être effectivement que c'est mon cas aussi, quoi. Ouais, ça peut jouer. Et toi ? Bah moi, Comment se fait ? On en a déjà parlé, toi. Comment se fait que ce soit l'inverse absolu ? On en a déjà un peu abordé le sujet. Ce truc, là, ça peut être l'esprit contradictoire, mais la confiance en soi, etc. Ouais. Non, mais c'est juste que, en fait, moi, je m'inscris plus. Déjà, je suis l'inverse de ce qui est Agathe est vraiment ultra optimiste, ou comme toi tu peux l'être. Moi je suis la pessimiste moi, je suis pas ultra optimiste, personnifiée. Non, mais t'es quand même je pense que je suis votre entre deux. Je suis au milieu. Mais en tout cas, de la vision de l'amour et du machin, vous êtes pareil. Oui. Toi tu veux te marier, tu veux machin. Alors on va y venir, vas-y, finis. Moi ça n'a jamais été un souhait parce que je pense que je m'inscris plus dans une réalité statistique. Dans le sens où, pour moi, et surtout dans notre génération, où tu vois là, par exemple, je suis à côté de vous, toi, parents divorcés, séparés, ton futur mari également, Alex aussi. Là, c'est statistique. Il y a que mes parents à moi qui sont restés mariés et qui se sont aimés jusqu'au bout. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a eu des infidélités ou ce genre de choses, mais en tout cas, je les ai vus s'aimer jusqu'à ce que mon père parte. Et c'est quelque chose qui fait partie de l'ancien temps pour moi. C'est-à-dire que je vis dans une génération où l'amour qui dure n'existe plus. Je n'y crois pas en tout cas. Et selon moi, encore une fois, pour mon cas personnel, je ne vois pas une quelconque utilité à vivre avec une personne au-delà de 1 an déjà. Ensuite, de me marier avec elle, c'est littéralement impensable pour moi parce que je pense à l'après, parce que moi je sais que si je me marie demain, je vais divorcer en fait. Donc aucun intérêt pour moi parce que ça coûte cher, parce que c'est des papiers, c'est du temps perdu, tout ça. Et les enfants, vous savez ce que tu chantes à mon mariage, t'es pas obligé de te marier toi. Alors moi, si je peux me permettre, je pense que ce podcast va être très long, donc il faut qu'on recentre le sujet. Ok, pardon. C'est que là, du coup, ça n'a aucun rapport avec ton modèle familial. Oui, c'est ça. Toi, tu n'arrives pas du tout à suivre le truc, quoi. Ah non, toi, pas du tout mais moi, je suis. T'as reformé une famille très jeune, finalement, très tôt. Ouais. T'as rencontré un homme avec qui t'as décidé de faire un enfant. Pas vraiment décidé de faire un enfant, non. L'enfant a décidé de se faire. Voilà. L'enfant a décidé de se faire. C'est pas pareil, c'est pas tout à fait pareil. Mais tu l'as accepté. On est quand même dans une génération où on peut décider ou non de poursuivre une grossesse. Ce qui aurait pu ne pas être mon cas aujourd'hui. Non, mais par exemple, toi, si on parle de ce modèle de statistique, tu pourrais par exemple te dire, moi je pense que je suis un peu en entre-deux. Moi, bien sûr,
que si je reste toute ma vie avec une personne que j'aime et que ça se passe très bien et que c'est génial et que c'est beau et voilà, mais j'adorerais. Mais j'y crois pas non plus fondamentalement. Je suis pas 100% convaincue que ce soit en effet malheureusement le sort de notre génération. Donc je me dis que si je me marie et que je suis très amoureuse et que ça se passe bien, même 15 ans, eh ben, j'aurais vécu une belle histoire pendant 15 ans. Tu vois, moi, je suis un peu un milieu, tu vois, où je me dis, OK, là, je suis dans mon histoire, elle est belle. Je suis pas, pareil, quand j'étais ado, par exemple, je voulais pas me marier, je m'en foutais complètement. Bon, j'étais un peu rebelle, tu vois. Quand j'étais au lycée. Mais moi, je voulais faire un peu mon intéressant, je pense. Je suis pas allée beaucoup. C'est pas pour mais moi. Je crois que quand j'ai ma première ou ma deuxième seconde, puisque j'ai redoublé, c'était mon choix. Tu me demandais, je disais, à 25 ans, je serais mariée, j'aurais un enfant. Allez, nique ta race, ouais, pas du tout ma belle. Hein, on en reparle. Vraiment, c'est. Oui, mais tu vois, genre moi, par exemple, c'était pas un souhait profond de me marier. Je crois pas vraiment au mariage. Tout le monde divorce, tout ça, les statistiques. Mais si je suis très amoureuse et qu'on me demande, bah j'ai grave envie de le vivre. Enfin, tu vois, je suis un peu dans un entre-deux, quoi. Ouais, voilà, tu vois, je laisse venir le truc. Tu vis le truc. Moi, je trouve que le mariage, c'est aussi plutôt pour représenter ton amour et vivre une belle journée avec tes proches, mais fondamentalement, le papier en soi, moi, je suis pas de religion non plus. Mais quand il faut divorcer derrière, t'inquiète pas que le papier, il a de l'importance. Non, mais c'est pour ça que, par exemple, le Pacs, moi, je le trouve bien parce que c'est facile, tu vois, c'est plutôt, OK, tu enfin, quand l'autre veut bien le signer, mais ouais. C'est plutôt la journée en soi qui est belle, qui fête ton amour. Moi, j'ai pas de religion non plus, donc je m'en fous pour Dieu, machin, tout ça n'a aucun sens. Il va y avoir de l'église? Pas du tout. Ah, merci la vie, punaise. Assis debout, moi non plus. Moi, oui. Ah mais, ouais, ma mère a voulu me baptiser. Je sais pas pourquoi. Ah bah, ça t'a bien réussi, ma belle. Toujours très proche de Dieu, ouais. Mais du coup, ouais, je pense que moi, je suis un entre-deux entre vous. Ouais. Et pour cette famille très jeune qui s'est faite par surprise. Coucou. Hi. Non, en fait, oui, bah, rapidement, j'ai su que j'étais enceinte à 24 ans, au bout de 3 mois. Et il a jamais été question d'interrompre la grossesse? Si, j'aurais pu encore avorter. Il me restait genre 1 semaine ou 2, c'est très short. Et en fait, je suis allée faire l'échographie, tu sais, de datation. Même moi, et puis, il y avait déjà le cœur et tout. Et ça faisait un moment que j'étais quand même avec le père de ma fille. Ça faisait combien de temps? 3 ans, 4 ans. C'était pas non plus un inconnu, tu vois, que j'avais rencontré une fois en soirée. Et lui, se projeter dans une paternité. Il était grave positif. Ça lui a réussi aussi. Ça lui a réussi. On y viendra. Il était super OK. Moi, j'étais plutôt dans le doute. J'ai pas vécu ça en mode, je suis enceinte, heureuse. Tu vois, je l'ai plutôt subi, on va dire, sur le moment. Mais je me voyais pas du tout avorter. Déjà en haut de l'affiche. C'est-à-dire, oui, aussi, bah, j'y suis déjà. Mais je me voyais pas du tout avorter. Ouais. Autant je me voyais pas forcément être enceinte et être mère à cet âge-là, mais quand j'essayais de mettre les deux en balance, j'arrivais, je voulais pas me faire avorter, j'arrivais pas, voilà. Donc j'ai continué. Et Dieu merci, puisque c'est ma plus belle réussite. Et toi? Et attends, je finis sur le père de Tiwa, pardon. Ce modèle familial que j'aurais recréé. Finalement, maintenant, je suis mère et seule, puisque le père de Tiwa habite à l'autre bout du monde, en Thaïlande. Absolument. Qui est un choix audacieux. Et d'ailleurs, ça s'est fait comment, la séparation, le déménagement à l'autre bout du monde? Alors, on s'est séparés, je me suis séparée. Quand elle avait 2 ans et demi. Okay. Il n'était pas forcément fondamentalement d'accord avec ce choix. Donc, c'était pas fluide. Ça s'est pas fait comme mes parents. Ce que j'aurais aimé. Et justement, c'est ça ça a été c'est là que je me suis rendu compte. Je m'étais quand même rendu compte avant que les divorces en général étaient un peu chaotiques. Mais je me suis dit peut-être que je vais réussir à suivre le modèle parental. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il l'a pas bien pris. Et puis, je pense qu'au départ, il est parti en Thaïlande pour un peu provoquer, disons, pour dire peut-être pour que je lui dise mais non, reste, ce qui n'est pas arrivé. Et puis finalement, il y a eu le Covid, il est resté bloqué, donc ça a fait une première petite année, on va dire, ou un peu moins d'1 an. Il est revenu et puis finalement, au bout d'1 an ou 1 an et demi, je sais plus, il a dit je repars. Et puis maintenant, ça va bientôt faire 1 an et demi. Oui, parce que bon, à quoi bon s'occuper de sa fille finalement? Bah non, puisque sa mère se le fait. Ouais. Oui, bien sûr. Parce que le rôle d'un père n'est que facultatif, rappelons-le. Rappelons-le que les pères sont des babysitters. Voilà, c'est ça. Ah bah oui. Il a décidé de babysitter son propre enfant. Ce soir, mon mec babysit les petits. Je peux sortir avec vous les filles? Non, pas babysit. On le rappelle. On l'a déjà dit, on le redit. Et on le redira à chaque épisode. Donc mon modèle est celui-là. Mon modèle est celui-là. Je suis mère seule. Voilà. Mais pas vraiment seule, parce que j'ai dit plein de fois. Mais on parle de ça aussi. Donc, lis la suite, en fait, ma belle. Ah, d'accord, c'est là. C'est là, on nous dit ça. C'est pour ça que j'y suis. C'est arrivé si vite. Le temps passe si vite quand on s'amuse. Voilà. Mais c'est quoi? À qui?
Ah non, mais ça y est, là, on a fait toutes les trois. Là, Ah d'accord, non, parce que attends, non, mais moi j'ai des questions parce que Agathe, elle veut des enfants. Oui. Ouais. Et alors, du coup, comment tu vois la vie, comment tu projettes la vie familiale là par la suite? Enfin, selon toi, le mariage, après, c'est quoi du coup? Tu te vois vraiment vivre, devenir mère, potentiellement mettre une carrière entre parenthèses et t'occuper de que tes enfants, ou alors ce serait plus, enfin, est-ce que tu penses que le père va être complètement impliqué et tout, enfin, tu vois, est-ce que t'as déjà projeté ça dans ta tête, tu vois? Oui, c'est très clair pour nous. On est deux personnes qui aimons avoir le contrôle sur les choses, alors que bon, ce n'est qu'une vaste illusion, hein, on ne contrôle absolument rien à part nos propres comportements et nos propres réactions, encore une fois. Mais du coup, on aime faire des plans, on aime faire des projets, on aime anticiper, on aime planifier. Donc on aimerait avoir des enfants. Lui, il en veut un peu plus que moi, mais bon, au final, c'est moi qui les porte et les enfante. Mais il aimerait 3 ou plus. Bon, c'est impossible. Il aimerait des jumeaux aussi. Quelle drôle d'idée. Mais quelle drôle d'idée. Mais il pense qu'on choisit. Mais en fait, lui, il a des espèces d'intuitions. Il y a des jumeaux dans sa famille. Et genre, c'est un truc qu'il m'a dit même avant qu'on se rencontre. Qu'il était persuadé que j'allais avoir des jumeaux de lui. Enfin bon, bref, on verra bien, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Donc oui, on se projette dans une famille, déjà à 3 si l'univers nous le permet, à 4 pourquoi pas si la première expérience se sera bien passée pour moi et pour nous, et dans un schéma assez simple. Je crois plus du tout au fait qu'il faille s'oublier en tant que femme, en tant qu'individu, en tant que personne qui travaille pour assumer un rôle de parent. Je pense qu'en plus qu'on a la chance en tout cas d'être nos propres patronnes ici, donc de pouvoir gérer notre emploi du temps. On a la chance aussi d'avoir un métier qui puisse se faire à distance. On n'a pas besoin d'être sédentaire derrière un bureau. Donc je pense que en tout cas le schéma de ma vie professionnelle aujourd'hui peut être tout à fait compatible avec l'arrivée d'un enfant. Lui, c'est un peu plus classique parce qu'il il sera encore d'autant plus chef d'entreprise si jamais on a des enfants. Il a été sportif professionnel de haut niveau. Là, il est en passe de reprendre l'entreprise familiale, donc c'est une 60aine d'employés. Là, son père est encore dans l'organigramme, mais il va à terme d'ici 2 ans en sortir, donc il aura encore plus de responsabilités. Mais il est très capable d'adapter lui aussi son temps pour s'occuper des enfants correctement, et donc je me fais aucun souci là-dessus. Donc j'ai pas de pression, j'ai pas de crainte. Si jamais ça arrive, on sera très heureux et on fera en sorte de l'accueillir de la meilleure des façons, quoi. Et comme tu disais que la distance avec ta mère déjà toi te pèse, si toutefois tu devenais maman, est-ce que tu penses qu'il y aurait un rapprochement géographique possible? Enfin, est-ce que moi mon but c'est qu'elle vienne habiter 6 mois sur 12 sur la Côte d'Azur. Donc là ce qui va quand même conditionner cette démarche de procréation, c'est l'achat d'une villa maison, qui soit assez grande pour que ma mère ait ses appartements. Donc l'idéal ce serait vraiment qu'elle ait littéralement un studio dépendant sur le terrain, ou bien une chambre qui fasse vraiment suite avec sa salle de bain, qu'elle puisse être indépendante. Ouais, voilà. Donc là c'est l'un de nos projets. D'ailleurs je reprends l'avion vendredi et samedi on va visiter une autre villa. Je pense qu'on en visite. Ouais, vous êtes un sacré paquet là. Hein. Ouais. Vous êtes actifs. Ouais. Donc ça j'aimerais bien qu'elle puisse venir, parce qu'encore une fois, comme le trajet est si long, c'est genre 8-10 heures de trajet en voiture, et il n'y a pas la possibilité de prendre des trains, ou alors pareil c'est 11 heures de train parce qu'il faut passer par je ne sais où. Voilà. Elle peut pas se permettre de venir juste pour un week-end, quoi. Il faut qu'elle puisse rester et qu'elle puisse être à l'aise. Et tu crois que ce serait envisageable pour elle que de venir plusieurs mois d'affilée, quitter son domicile et de rester J'espère. J'aimerais trop. J'ai tout faire pour, en tout cas. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Et si vous pouviez donner un conseil à votre moi plus jeune sur la famille et l'héritage familial, ce serait quoi? Je fais un petit regard caméra. Et moi, je dirais que les liens du sang ne sont pas indéfectibles, et que ce n'est pas parce que cette personne est ton père, ta mère, ta sœur, ton frère, ton cousin, ta cousine, que tu es obligé de les aimer, que tu dois te forcer à composer avec eux, et que tu dois garder cette relation toute ta vie. Si à partir du moment où cette personne a un impact négatif sur ta santé mentale, à partir du moment où cette personne te tire vers le bas d'une quelconque manière, tu coupes le lien. Qu'elle fasse partie de ta famille, que vous ayez le même sang dans vos veines ou pas, ça n'a aucune importance. Je suis complètement d'accord. Je veux dire la même chose qu'Agathe. Ouais. Tout pareil. Non, mais moi, par exemple, je l'ai fait très jeune avec ma grand-mère, ça. Tu vois, la mère de ma mère. Pour moi, c'est la mère de ma mère. Voilà. Parce qu'elle m'a
littéralement traumatisée enfant. Elle m'a vraiment maltraitée. C'était de la maltraitance. Et donc, c'est la mère de ma mère. Et ben moi, je veux dire que même si vous avez des grands-parents, si vous ne vous sentez pas ultra proche d'eux, ni de vos oncles, tantes, cousins, machin, c'est pas grave. C'est pas parce que vous êtes 50 000 dans une famille, coucou les Parugia, que pareil, vous êtes obligés de faire les fêtes ensemble, de faire machin, et ne culpabilisez pas. Parce que moi, par exemple, je fais Noël seule avec ma mère et c'est top. Mais c'est dur ce truc-là, les parents plus lointains, genre cousins, cousines, tantes, machin, tout ça, fine, mais genre les parents proches. Pour beaucoup de monde, c'est très difficile. Non, mais pour beaucoup de monde, il y a une grande pourtant, tu vois, j'ai culpabilité. Et il y a plein de gens qui acceptent des choses de leur famille qui sont littéralement inacceptables et qui sont des faits de maltraitance ou d'abus psychologiques. Et il y a un truc aussi, c'est que souvent, par exemple, tu vas regarder sur X, anciennement Twitter, à chaque fête de fin d'année, tu vas voir ces trucs-là. Là, c'est le repas de Noël. Il y aura le fameux oncle raciste, le machin. N'acceptez pas ça, en fait. Bien sûr. Enfin, c'est pas une obligation. Non, voilà. Bien sûr, mais c'est super dur de s'en défaire. Vraiment, je pense que pour plein de monde, c'est un gros travail de thérapie et je sais ce que je vais dire à mon moi de plus jeune. La vraie famille, c'est celle qu'on choisit. C'est pas faux. Clap de fin, the end. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous a plu, ainsi que les autres. Vous pouvez tous les retrouver sur toutes les plateformes et sur YouTube. Merci Agathe d'être notre invitée. Merci Camille. Merci Alex. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.